Le titre du film, bien entendu, Un long sommeil d'hiver, Winter Sleep, est attaché à l'état pathétique du héros, M. Ayadine, qui, en fin de compte, se retrouve dans la vieillesse, dans la solitude, ce qui est symbolisé par l'hiver, la neige blanche, et le moment crucial nous est montré à l'écran par la présence de cette gare désaffectée où il attend un train qui ne viendra jamais, et puis la solitude lui fait découvrir le cadavre d'un chien errant qui est mort là et que les vautours attendent comme une proie promise. Et là, il va se précipiter pour rentrer au domicile conjugal, comprenant que, au seuil de cet hiver, il n'a qu'une seule consolation, ce sera évidemment Néral, sa femme. La seconde signification, qui est la plus importante, très certainement pour le réalisateur, c'est le fait que le long sommeil d'hiver, c'est celui qui règne encore en Anatolie et dont la Turquie moderne n'arrive pas à s'arracher. Et en particulier, dans ce village troglodyte, où, pour pouvoir se loger et pour pouvoir survivre, chacun est à la merci, chaque famille est la proie d'un propriétaire dont l'ancêtre a dû s'emparer des maisons, des cavernes troglodytes qui datent depuis 2000 ans pour pouvoir prélever sa dîme, même s'ils n'ont pas de quoi les régler. Et donc, nous comprenons très bien que le film illustre ce propos de Rousseau dans le discours sur l'inégalité parmi les hommes et dans le contrat social. Le premier qui a dit « ceci est mon bien, ceci est ma propriété » a entraîné le malheur de toute l'humanité. Là, on voit bien que l'ancêtre de M. Ayadine, qui s'est emparé en fait de ces grottes-là, après en avoir chassé d'ailleurs les chrétiens, puisque lui, en fin de compte, sa demeure principale, l'hôtel, c'est une ancienne chapelle, eh bien à ce moment-là, le jour où son ancêtre s'en est emparé, eh bien là, il a fait la richesse de l'un et la misère de tous les autres. Et nous comprenons très bien la révolte d'Ilias, le fils, qui ne comprend pas que l'on ait à payer un loyer pour quelque chose qui était autrefois un habitat naturel auquel tous les hommes avaient droit. Et le fait qu'il lance une pierre contre le véhicule du maître est une façon très claire de nous rappeler cette révolte de la jeunesse arabe et de l'intifada. Souvenez-vous, au moment où dans le film, le jeune Ilias tombe en syncope et s'évanouit, le raccord se fait immédiatement sur la horde sauvage des chevaux libres qui courent, parmi lesquels on va rattraper ce jeune poulain sauvage et libre, qui ne supportera pas l'entrave. Pour nous, c'est évidemment Ilias. Mais nous réalisons à quel point, pour Ayadine, le cheval jeune et sauvage, plein de sève, ne représente que sa jeune épouse, qui demande à piaffer, à quitter l'écurie, à vouloir s'échapper des rênes. La plus belle image que l'on puisse avoir d'elle, c'est ce moment où elle est derrière la fenêtre. On s'apercevra à la fin du film que c'est le point de vue de la captive. C'est celle qui, de fait, est condamnée à rester dans sa tour d'ivoire, à ne pas en descendre, à ne pas se commettre avec l'extérieur, à ne pas frayer avec le voisinage. Et cette jalousie nous fait comprendre pourquoi le lieu d'accueil des touristes s'appelle Othello. C'est une très grande réflexion parce que nous sommes dans une Turquie moderne où le statut de la femme est un statut qui se veut occidental. Il y a eu un État laïque turc. Et là, la femme s'habille à l'occidental. La femme riche peut diriger une entreprise. Et là, elle est réduite parce que lui est resté dans cette espèce d'esprit de boutiquier où, en fin de compte, ce qui lui appartient, c'est également sa femme. Et cela, évidemment, c'est digne du théâtre d'Henri Ibsen, en particulier de la maison de poupées où Nora, l'héroïne, petit à petit se consume en futilité parce qu'elle n'est pas prise au sérieux par son mari et toujours ravalée à un rôle puéril. Aussi, quelle folie son épouse ne veut-elle pas commettre lorsqu'elle veut aménager,
réaménager, améliorer l'école. C'est de la folie. C'est viser quelque part par la scolarisation à l'émancipation des serfs. Et lui, naturellement, il n'y consent que du bout des lèvres. Comme tout oppresseur, il n'a absolument pas intérêt à ce que le petit peuple s'instruise, à ce que le petit peuple finalement puisse s'émanciper. Et il tient sa femme pour une personne mineure, exactement comme il met sous curatelle ses serfs, le village, les villageois, l'entourage qui lui permet de gagner de l'argent. Attitude traditionnelle du hobereau féodal depuis le Moyen-Âge. On a parlé d'Ibsen, bien sûr, mais et vous l'aviez compris, il faut citer Tchekhov. La richesse des dialogues, l'intelligence des dialogues qu'il y a entre Ayadine et sa sœur Nekla, et également les dialogues qu'il aura avec sa femme, composent mais vraiment des morceaux de théâtre qui sont d'une psychologie subtile, savoureuse. On comprend les arrière-pensées, les ruses que déploie chacun des personnages, qui voit venir l'autre, qui le devine. Souvenez-vous, il porte un masque à un moment donné, vous l'avez vu. Le masque, vous savez très bien que ce masque-là, c'est une façon de dire « ce soir, je vais jouer le mari trompé. Ce soir, je vais jouer l'expert comptable. Ce soir, je vais me montrer tyrannique. Ce soir, je serai Othello, parce qu'après tout, elle est jeune et belle et que je deviens vieux. » Tout cela est tellement bien composé que par moments, on ne sait plus s'il croit lui-même ou non à ce qu'il est en train de jouer. En tout cas, les deux femmes ne sont pas dupes. Mais si elles ne sont pas dupes, et ça c'est du Tchekhov, elles sont quand même victimes elles-mêmes de leur propre discours. Le vrai visage de Nekla apparaît lorsque, après avoir plaidé en faveur de la non-violence, on croirait entendre Gandhi. Elle dit, mais il ne faut pas répondre au mal par le mal, à la violence par la violence. Au contraire, il faut essayer de faire comprendre à l'agresseur que son agression n'est pas fondée et que on ne répond pas à une attaque par une contre-attaque. Eh bien, cela, c'est un très beau discours digne de Tolstoï, mais dans le fond, quand on regarde bien, dès qu'il s'agit de choses matérielles, elle est comme son frère. Que dit-elle à propos des verres si précieux qu'elle a payés si cher à Istanbul? Elle dit, non seulement elle m'a cassé ce verre-là, mais je crois que je vais retenir ces verres très chers sur, finalement, ces gages. Et à ce moment-là, où est le pardon? Où est l'excuse? Où est la compréhension du genre humain? Pas du tout. Là, elle devient, comme son frère, sordide pour les choses matérielles. Et là, son véritable masque de propriétaire accapareur réapparaît. Il en sera évidemment de même de l'épouse qui dit à son mari qu'il est calculateur, qu'il est froid, qu'il est égoïste, qu'il ne réalise pas les vrais problèmes de la population. Mais elle non plus. Elle ne les sent pas, les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas simplement une toiture d'école. Ce sont les loyers, ce sont les impayés, c'est la dîme, c'est le chômage, c'est l'impossibilité d'avoir une justice rendue à minima. Et elle, les deux femmes sont complètement complices. Et le discours, la querelle qu'elles entretiennent avec le seigneur maître, ce ne sont que des querelles domestiques, ce ne sont que des querelles d'intérieur. Et là, Tchekhov, qui était un génie, comme vous le savez, aurait vraiment adoré cette façon subtile de rendre compte de la duplicité des personnages. Ce film nous a présenté, par un fondu au noir, la possibilité de comprendre tous les événements qui vont se dérouler sous nos yeux du point de vue du héros, Monsieur Ayadine, puisque, effectivement, nous sommes rentrés dans sa tête. Et donc, nous allons croire pendant très longtemps à ses mensonges, à ses faux fuyants. Et là, nous voyons que l'image dans laquelle il défendait véritablement un statut social de grande générosité, là, l'argent a tout pourri. L'argent nous rend compte, effectivement, de sa véritable nature, et que là, il ne peut plus faire illusion. Pourquoi
pourquoi l'enfant, Ilias, ne parle-t-il pratiquement jamais? Et la première raison, évidemment, c'est qu'il découvre un monde qui le frappe de stupeur et que, à ce moment-là, il comprend très bien que tout discours ne peut être que mensonger, puisque les adultes vont essayer d'expliquer, à travers son oncle l'imam, ou le point de vue, évidemment, du régisseur du domaine. Chaque fois, le point de vue adulte va essayer de cacher la vérité crue. La vérité crue, c'est que l'on est venu saisir des meubles dans une maison troglodyte où l'on est tenu de payer un loyer exorbitant pour que ce qui est naturellement un abri naturel. L'enfant ne peut pas le comprendre, donc il est frappé de stupeur. Puis la deuxième raison, c'est qu'il va être suffisamment avare de paroles pour que chaque fois qu'il parle ou qu'il ne parle pas, cela évidemment soit essentiel. Son premier mutisme se traduit lorsqu'on veut l'obliger à baiser la main qui finalement est celle de l'oppresseur par cette rentrée en syncope. C'est magnifique. Il dit non par tout le corps, n'ayant même pas à le dire par la bouche. Souvenons-nous combien l'enfant a compris l'ordre social des choses le jour où il dit plus tard, je veux être policier, je veux rentrer dans la police. Ce n'est pas du tout parce qu'il rêve d'un bel uniforme, c'est parce qu'il a vu son père frappé par des policiers lorsque les policiers ont aidé à saisir la télévision, le canapé, et que lui, l'enfant, ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre et se dit, si moi j'avais été policier, j'aurais donné raison à celui qu'on dépouille contre le Seigneur et Maître. Et c'est cela, finalement, que l'enfant reproche à son oncle, cette complicité, cette façon de s'incliner jusqu'au bout, servile. C'est un serf devenu religieux, mais ça reste un serf jusqu'au bout. Et c'est sous cet œil implacable que le père va brûler l'argent qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que cette femme riche qui lui apporte de l'argent par charité, elle ne réalise pas à quel point la dette, qui est une dette d'orgueil, de noblesse, est inextinguible. Elle ne peut pas s'éteindre. Et pour montrer qu'elle ne peut pas s'éteindre, le père, sous le regard d'Ilias, jette cette liasse énorme de billets dans le feu. Notre implacable destin est la désillusion de toutes nos entreprises. Cette citation-là est particulièrement importante parce qu'elle résume le côté tchécovien de notre héros. Pourquoi tchécovien? Parce qu'en fin de compte, il est allé à la ville. Il a été porteur d'espoir pour toute sa famille. Tout le monde a cru en son talent. Il a été un enfant choyé. Sa sœur avait une très grande admiration pour lui. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit une gloire à Istanbul, comme il a été dans cette petite portion congrue de l'Anatolie. Or, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait de tout cela? Il n'a pas été un grand acteur, il ne sera jamais un grand écrivain, il ne sera jamais un érudit profond versé dans l'étude de la religion et des mœurs aux alentours, parce que sa sœur lui dit très très bien, mais pourquoi fais-tu en amateur ce que des spécialistes ont déjà fait bien mieux et plus profondément que toi? Pourquoi avoir perdu ton temps à cela? Et pourquoi continues-tu? On attendait autre chose de toi. On attendait de toi d'être finalement, ce qu'elle ne dit pas, mais cela est vrai, on attendait de toi d'être un écrivain. Il ne sera pas cet écrivain parce qu'au dernier moment, dernier plan du film, après ce très beau passage où il explique, comme une lettre qu'il aurait adressée, qu'il n'adressera jamais à sa jeune épouse, où il explique que finalement, le grand amour de sa vie, même si elle ne l'aime plus, il y tient, il s'y accroche, il en a absolument besoin, qu'elle lui pardonne parce que lui est prêt à tout pardonner pour qu'elle reste à ses côtés, cela constitue une vraie trame de roman. Mais il sera incapable de voir la richesse romanesque de ce point de vue-là. Il se contentera de retourner à cette vieille habitude
Et finalement, il voudra absolument parler du théâtre qu'il a quitté, où il n'a jamais eu un rôle important, ni comme auteur, ni comme metteur en scène, encore moins comme acteur. Le véritable héros du film a deux moments très très forts d'émotion, c'est lorsqu'il vomit, et puis également lorsqu'il va ramasser le lièvre qui, blessé à mort, continue quand même à vivre et qui le représente lui. Tout simplement parce que le coup qui a vraiment lui a été porté, terrible, dont il aura beaucoup de peine à se remettre, c'est évidemment lorsque il apprend qu'en Anatolie, il se dit qu'il a préféré accueillir les équipes internationales de secours pour faire de l'argent plutôt que les réfugiés qui étaient sous les décombres. Cette grande tragédie nationale, ce grand deuil de la Turquie, le séisme d'Anatolie.